Voici notre invitée de la rubrique Success Story. C'est une femme, une lionne indomptable de l'entrepreneuriat et du business. Elle s'est forgée un nom, un caractère, mais également un style à force de travail, d'innovation, de courage et surtout de combativité. Françoise Pionnet est la promotrice du groupe Franco, dont le fleuron est l'hôtel Franco à Yaoundé. Nous sommes allés à sa rencontre et précisément, c'est Merveline Tapi qui est allée à la rencontre de Mami Nyanga. Voici le portrait qu'elle nous ramène, portrait d'une femme à l'ambition affichée et à la réussite palpable. À pas Dieu donné, c'est l'angisilendo. À pas Dieu, on s'en peut pas croire. À pas Dieu donné, le n'intam nous si Jésus. Oh, je suis Françoise Pionnet. Je suis née dans le département du Yonkan, plus précisément dans l'arrondissement de Banka, où j'ai passé l'essentiel de mon enfance. Je suis née là, ça c'est notre concession familiale. Comme vous voyez comment tout est vêtu. Mon père avait 2 femmes. Nous étions une famille de 15 enfants. Hein. Ma mère en avait 8 et sa coépouse en avait 7. Ma mère vient de Fondjomonkwet, donc d'une famille très nombreuse, dont ses sœurs et ses frères vivaient aussi ici une dizaine, toujours dans la même maison. Donc nous dormions 4-5 par lit. Oui. Mon père à la base était d'abord catéchiste, ensuite il était conducteur à la mairie et après ça, quand il a fini avec tout ça, il a ouvert le bar que je vous ai montré là, où vous voyez aujourd'hui les soudeurs. Ça c'était notre salon, ça c'est la chambre de ma mère. Vous voyez, ça c'est mon père, moi je suis sa photocopie, ça c'était sa chambre ici et ça c'était le grand salon où nous tous nous restions le soir, surtout pour faire le Tony-Tony. Est-ce que vous connaissez le Tony-Tony? Oui, l'histoire raconte. L'histoire raconte. Donc nous faisions ça tous les soirs. Alors ma mère, c'était une ménagère, une femme au foyer, mais très dynamique. Elle a plus de 83 ans, mais je crois que vous allez lui donner 50 ans. On ne peut pas parler de mal de sa mère, mais ma mère, c'est une... vraiment, elle carbure. Hein. Ben voilà. Je n'ai pas mis trop longtemps ici chez nous, parce que je suis allée vivre avec ma grand-mère. À Fondjomonkwet. À Fondjomonkwet. Je vais vous présenter l'école primaire de Banka où j'ai fait toutes mes études primaires. Le recrutement dans l'école primaire à la CIL se faisait juste par la mesure de votre main selon votre taille de la tête. Et puis on vous inscrivait. Et puis aussi, on vérifiait de voir quand même que vous parlez normalement. Donc, moi, j'ai fait l'école primaire ici, à Banka. Et voilà, ma salle de classe était là. Et la solidarité qui existait avant, il n'y a plus ça aujourd'hui. Et ici, sur la cour de la récréation, nous avions là où vous voyez les portes blanches là. C'était là où les femmes se mettaient, parce qu'il n'y avait pas de clôture. C'était à l'air libre, ça communiquait avec l'église. À 10 h comme ça du matin, quand nous allions en récréation, les gens achetaient les beignets. C'est-à-dire, tu achètes un beignet, tu vas le partager peut-être avec 10 personnes. Parce que dès que tu achètes un beignet, tu ouvres avec tes mains, la femme met une cuillère de... quelques grains de haricots dedans, comme le cadeau. Et dès que tu fermes, tous tes amis, ça dit que... Tourne-toi, regarde, c'est moi. Tu coupes un peu comme ça, tu donnes, tu coupes un peu. À la fin, toi aussi, tu auras seulement un peu. Voilà un de mes camarades de classe de CM1 qui s'appelait Sapala, de Pierre. Donc, on a fréquenté dans ce collège ensemble. Et c'est par hasard qu'on le retrouve là, parce qu'on n'avait pas rendez-vous avec lui. On a fréquenté juste avec la M. Gabriel, ça s'appelle Pampa. Il ne vit plus. Et ce qui nous plaisait, quand on avait 2 ou 3 de bananes, elle partageait ça à tout le monde. Elle ne mangeait jamais seule. Tu as vu, non? J'ai vu. Tu sais comment le monde est. Tu as vu ça? J'ai vu. Quand je venais à l'école avec les arachides que mon père m'a donné, je prends ça ici. Je donne un grain. Il y a les autres qui disent non, casse, je casse, tchac. Je te donne la moitié. Vraiment, il n'y a plus de choses comme ça.
Donc nous avons vécu comme ça ici à la mission catholique. Moi j'étais servante à l'église, dans cette église-là. Et je venais à l'église tous les jours à 6h moins le quart. Et j'ai fait ça tout le temps que j'ai fréquenté dans cette école. Le prêtre exigeait chaque fois que je sois là. Pourquoi? Parce qu'il avait l'impression que quand je suis là, on ne pique pas dans le panier. Parce que je sécurise le panier jusqu'à la fin de l'église, je remets au curé. Le panier de l'offrande. Okay. Et à l'époque, vous savez, les offrandes, c'est pas comme aujourd'hui, les gens donnaient 10 francs, 5 francs, 25, jusqu'à 50. Dans cette école qui s'appelle la mission catholique de Banca, où j'ai eu mon premier certificat d'études dans les années 80, je reste très attachée. C'est d'ailleurs pour ça que vous voyez que je viens de construire et je dois offrir un centre multimédia pour manifester la joie, pour manifester ma fierté d'être non seulement ancien élève de cette école, mais fille de cet arrondissement. Dans le village de ma grand-mère à Fondjomonquet, il n'y avait pas de CES. Bon, le seul CES qui existait était à, on va dire, à peu près 18 km du village, à Banja. J'ai fait 3 ans là-bas, je suis allée faire le BPC plus au collège Saint-Paul de Bafang, malheureusement, parce que ma grand-mère était un peu malade et avait décidé d'aller vivre avec son autre fils à Douala. Après le collège, je suis allée en mariage à la chefferie. Je ne sais pas si j'avais 15 ans ou 16 ans. C'est comme un mythe. Parce que vous vous retrouvez dans un camp où vous êtes marié à quelqu'un qui a plus de 40 femmes. Aujourd'hui, c'est un peu différent, mais avant aussi. Parce qu'avant, quand vous arriviez à la chefferie comme ça, vous étiez confié à quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui devient votre mère, qui est aussi l'épouse du chef. Mais c'est votre mère. Elle vous accueille chez elle, dans sa maison. Et elle vous garde comme sa fille. Elle vous donne les conseils, comment s'occuper du monsieur, comment ça va se passer. Comme je suis toujours un peu perturbée, j'ai ma tête qui tourne à gauche et à droite. Et je n'ai pas résisté pendant longtemps. Je suis repartie très vite. Hein. Chez mes parents parce que j'étais tellement têtue là-bas. J'ai même été répudiée parce que je ne respectais pas les normes. Je suis restée là-bas pendant plus ou moins 5 années et je suis repartie. J'ai reçu quand même pas mal d'enseignements. J'ai fait le concours des infirmières brevetées de Bafoussam en 1986. J'ai été recrutée à l'UTM de Banca. Quand j'arrive là-bas à l'hôpital, je commence à travailler et puis je rencontre une sœur qui vient de Douala dans les années 87 pour vendre ses habits à l'hôpital. À Bafang en général, elle vient de Cotonou. Je lui dis non, ce qu'il faut faire, moi je suis une infirmière ici, comme je travaille à mi-temps, il faut me laisser les sacs de tes vêtements. Comme ça, le jour que moi je vends, tu me payes 500 francs. On a discuté, finalement on est tombé d'accord. Elle me laisse donc ses vêtements. Et puis, moi, après le boulot, je vais me promener en ville à Bafang. Hein. J'essaie de proposer ça chez les autorités administratives, au commissariat et tout ça, à la gendarmerie. Alors, comme je lui avais dit qu'elle me payait 500 par jour, il y avait donc les jours que je vendais 2 vêtements. Je dis non, j'ai vendu que 1. Je note un vêtement. Comme ça, demain, si je ne le revends pas, je note encore le 2e vêtement. Et comme ça, à la fin du mois, j'aurai 15 000. Et alors, quand j'ai commencé à faire ça, j'ai dit waouh, moi je gagnais déjà presque mon salaire. Puisque quand elle me dit vends ça à 5 000, quelquefois je vends à 7 000, je prends encore 2 000. Elle me dit vends ça à 8 000, je vends à 15 000, je prends encore 7 000. Elle me dit vends ça à 10 000, je vends à 9 000, je prends encore 1 000 francs. Donc à la fin du mois, je gagne plus que le travail de l'hôpital. Je dis mais qu'est-ce que je fais donc à l'hôpital?
J'ai donc commencé à vendre les beignets. Donc, je faisais proposer dans les vêtements de ma soeur là, et je vendais mes beignets. Et au bout de quelques mois, je vous assure, j'étais tellement prospère que je suis allée à l'hôpital déposer ma démission d'infirmière pour rentrer au quartier, vendre mes beignets. Quand je pars de mon village, tout mon objectif, c'est d'arriver à Cotonou, d'acheter les habits et de venir vendre et de devenir comme cette dame-là. Parce que vous savez, aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de modèle. Il faut avoir le modèle dans la vie. C'est-à-dire, il faut avoir quelqu'un qui vous inspire, où vous dites vraiment, que faire pour être comme tel, mon objectif. C'est ça mon objectif. Je pense que tout ce que je veux devenir, c'est être comme cette dame, aller jusqu'à Cotonou. Moi, je me renseigne. Comment faire pour aller à Cotonou? On me dit qu'il faut le laisser passer. Et qu'il faut avoir les connaissances pour avoir le laisser passer. Moi, je ne connais personne. J'essaie de me renseigner chez les commissaires de Bafin et tout ça. Je vois que c'est trop compliqué. Je prends quand même sur moi d'aller à Cotonou. Je prends la route jusqu'à Bekoko. Je descends. Je prends la voiture jusqu'à Limbe. Je descends. Je prends maintenant de Limbe jusqu'au Nigeria. Par chaloupe. Il faut sortir de là-bas, aller, c'est plus de 7 km pour aller trouver les bus qui vont à Nseme. Nseme, c'est la frontière entre le Nigeria et le Bénin. Parce que comme je n'ai pas les laisser passer, donc je peux pas prendre la route normale pour rentrer. Oui, ils vont m'arrêter. C'est comme ça, donc, comme on m'a donné tout le renseignement, je suis allée donc prendre par Nseme. Je suis arrivée à Nseme. Dès qu'ils vous laissent, il y a les chemins qui passent par la brousse. Vous marchez jusqu'à retrouver le goudron devant. C'est comme ça que je prends les motos là qu'on appelle les kekeno. Je vais donc jusqu'à Porte-Nouveau sur la moto. Et de Porte-Nouveau, je me renseigne. C'est comme ça qu'on m'indique. Je vais donc jusqu'au Bénin. J'arrive donc au Bénin à Cotonou. Je me renseigne, les gens me disent que non, il faut, comme vous venez du Cameroun, il faut chercher l'hôtel qui s'appelle Hôtel Babo. Je suis allée à cet hôtel. C'est un hôtel de 2 étages qui n'avait que 2 toilettes. Et on était par chambre, plus de 30 personnes par chambre. Tout le monde dormait par terre. Et en bas, on laissait son argent à la réception. Le matin, vous venez chercher pour aller au marché. Et le soir, on mettait tous les bagages au fond de la réception. Vous étiquetez avec votre nom. Tout le monde venait acheter à Cotonou. Je ne sais pas quel était l'avantage, mais tout était moins cher. J'ai commencé à acheter ça et à aller vendre. Je ne suis même pas arrivée chez moi avec. Tellement j'ai trouvé les clients au Nigeria que j'ai vendu là-bas et retourné encore. Parce qu'en fait, les gens ont peur d'aller sans papier. Quand je retourne à Cotonou, je réachète et je reviens. Je pars maintenant, je vends tout ça à Limbe. J'ai fait plus d'1 mois. Mais j'avais la rage déjà de rentrer dans mon village, que les gens voient que j'étais effectivement à l'étranger. Et que je suis rentrée. Oui! La preuve, la marchandise même que j'ai ramenée jusqu'à mon village, 1 mois et demi plus tard, je n'avais pas bien vendu comme ce que j'ai vendu entre le Nigeria et Lomé et tout ça, et Limbe et tout ça. Et quand je repars de mon village, je retourne encore là-bas. Maintenant, je décide d'aller vendre vers la côte. Parce que je rencontre maintenant les gens qui vendent vers Lomé, vers Ouagadougou.
J'ai fait tout ça par la route et sans laisser passer. Et je suis allée, j'ai vendu, j'ai gagné tellement de l'argent. Quand je suis revenue, comme j'aime me vanter, je ne sais pas si mes pieds touchaient encore le sol, parce que ma mère disait qu'on va manger le riz. J'ai dit, ouais maman, le riz c'est encore quoi? Oui! Puisque si vous avez 1 million de francs, on dit qu'il faut manger 2000, c'est quoi encore? C'était beaucoup pour moi. Moi qui étais partie de mon village, j'avais à peine 80 000 francs de capital. Et puis, un an ou 2 ans plus tard, je pars de Bafang pour aller m'installer à Bafoussam. Maintenant, je change d'activité. J'ouvre maintenant les débits de boissons. Ce qu'on appelait à l'époque les circuits. Je me disais que, ouais, si je peux réussir un jour à avoir un bar. C'était ça. Et finalement, j'ai créé même le plus grand bar de Bafoussam, Angelinkat. Je suis restée peut-être 3 années, hein. Et puis j'ai fermé mon bar parce que les gens me conseillaient d'aller faire les marchés publics. Voilà comment je m'amène à Yaoundé pour gagner les gros marchés. Et j'y suis restée. Et j'en ai gagné. Et c'est pour ça que je pense qu'il faut que davantage les jeunes croient en eux. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un système où les jeunes ont perdu espoir complètement. C'est-à-dire qu'une maman qui se trouve à Bafang ou en Balmayo ou à Saint-Mélima, si son enfant n'a pas eu le concours de la police, elle voit que c'est la fin. Si son enfant n'a pas eu le concours d'entrée à l'ENAM, elle voit que c'est la fin. La famille est finie. On ne peut pas construire un pays en attendant le recrutement administratif. On construit un pays en comptant sur les petites et moyennes entreprises. C'est eux qui peuvent construire le pays. Parce que c'est eux qui vont créer l'emploi. C'est eux qui vont développer le pays. Je les invite à faire comme moi. À croire qu'ils peuvent devenir quelque chose sans être dans l'administration. Les gens pensent aujourd'hui en Afrique ou au Cameroun en particulier que s'ils ne sont pas derrière un bureau administratif, ils ne peuvent rien faire. Mais c'est grave. Mayole, yele, mamayole. Les gens disent que j'ai été arrêtée, que j'étais en prison. Mais je crois que c'est un conte d'Ali Baba. Parce que je n'ai pas été arrêtée. Moi, j'ai été pratiquement kidnappée. Parce que je sors de chez moi lundi matin et puis je reçois un coup de téléphone de quelqu'un qui m'appelle de la PJ pour me dire qu'il avait besoin de moi pour m'entendre pour une affaire. Je dis, mais je vais passer à 11h. Je vais là-bas, vers 11h30. Il me dit qu'en fait, c'est le procureur général, c'est le parquet de Douala qui avait besoin de moi. Je dis, et alors? Il me dit, alors je dois vous y conduire. Je dis, comment ça? Quelque chose tourne dans ma tête. Je dis, mais je n'ai pas reçu de convocation de la police judiciaire. Pourquoi même je suis venue? Je veux me lever pour partir. Le monsieur me dit que je suis en état d'arrestation. Je prends mon téléphone. J'appelle mon compagnon qui est le professeur. Il me dit qu'il est quelque part à Loncac. J'ai dit, je suis ici à la PJ. On dit qu'on veut me déférer. Qu'on m'amène à Douala. Il me dit, mais pour faire quoi à Douala? Je dis, je ne sais pas. Il me dit, passe-moi le monsieur. Je veux passer, le monsieur refuse de prendre le téléphone. Il me dit, j'arrive. Il arrive à la PJ, je suis déjà dans le bus, en Konongo, direction Douala, en violation de tous les textes. Je suis allé en prison. J'entre en cellule. Comme vous voyez comment je tirais à 4 épingles. J'arrive comme ça en prison. C'est le régisseur qui prend mon sac à main, ma montre, mes bijoux, ma veste, ma cravate. Il reste avec, je suis entrée en prison nu-pied. Quand j'arrive en cellule vers minuit passé, je regarde Canal 2. Madame Conchou est clouée à la prison centrale de Douala pour faux et usage de faux. Je me suis évanouie. Oui. Sérieux. Parce que je dis, mais comment? Faux usage de faux. Moi, j'ai fait quel faux? Après, je vois la bande passante. Guichet unique du faux du Cameroun. Ça dit, je suis le guichet unique. Vous connaissez comment on appelle guichet unique? Ça dit que même s'il y a un faux à Marois, on me cherche. S'il y a un faux à l'Est, on me cherche. Comment?
Avec tous ces commentaires, je me suis évanouie. Sérieux. À un moment donné, j'ai perdu la tête. Oui. C'est 10 jours plus tard qu'on m'extrait pour me dire qu'il y a quelqu'un qui m'avait donné un chèque et que le chèque était rentré impayé. Qu'est-ce que je traitais avec ce monsieur? Je dis pardon, monsieur le président. Il me dit oui. C'est pour ça que je vous convoque. Je dis c'est pour la même affaire pour laquelle je suis en prison, bien c'est une autre affaire. Il me dit c'est la même affaire. Et cela est resté comme ça jusqu'à 12 mois. À la prison de Douala, vous ne perdez pas seulement votre liberté, vous perdez et la dignité et l'humanité. C'est pour ça que j'ai créé cette ONG, pour essayer de soulager les souffrances de mes camarades. Je les appelle désormais les camarades, des amis que j'ai laissés là-bas. C'est ma devise hein, d'aider les autres, de voir comment les autres peuvent aller de l'avant. Vraiment, je suis très intéressée. C'est pour ça que j'étais là-bas, pour qu'ils s'inspirent de moi, pour qu'ils voient que moi aussi, j'ai été femme rurale comme elles. Parce que quand on parle aujourd'hui de femmes rurales, elles sont tellement découragées, elles sont tellement fatiguées. Donc j'étais là pour essayer de les animer un peu. Vous avez vu, je les ai porté mon appui et je leur ai produit quelques conseils hein, pour qu'elles aillent de l'avant. Vous savez ce qui manque aux jeunes? Le courage. Ils ne sont pas courageux. Ils ne sont pas constants. Ça dit, ils essayent ça. Dès que ça ne marche pas, il va à gauche, il va à droite. Mais ils n'ont pas de la patience. Donc je les invite à plus de patience, à plus de courage, à plus de sérieux. Et surtout à croire. Croire, c'est-à-dire croire en ce que tu fais. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de Françoise Prunier et on va continuer, madame, en revenant comme ça, de manière globale, sur ce riche parcours que vous venez de nous décrire. Quelles sont les leçons que vous retenez? Tant qu'on ne rêve pas, on ne peut rien réaliser. Donc il faudrait que les jeunes apprennent à rêver et qu'ils continuent de croire en eux. Je vais davantage inciter les femmes et les jeunes à les faire davantage comprendre que le Cameroun compte sur eux. Que moi aussi, je compte sur eux. Parce que j'aimerais que demain, qu'à travers notre entretien aujourd'hui, que des jeunes rêvent. Alors, quel est le secret de votre réussite? C'est le travail d'abord. Ne pas tricher. Parce que les jeunes pensent aujourd'hui qu'il faut tricher. Que c'est le mensonge qui font avancer. Je dis non. Il faut rester très honnête. Alors, c'est une grandeur d'âme, une grandeur de cœur qui vous caractérise. Mais vous n'êtes pas belle juste de l'intérieur, mais parce qu'à l'extérieur aussi, ça se voit. Ça vous vaut d'ailleurs le sobriquet de Mami Nyanga. Pourquoi Mami Nyanga? Peut-être parce que comme ils voient que je suis toujours un peu distinguée, parce que c'est vrai, je suis toujours un peu distinguée. Hein. Dans mon style, je vais être unique. Et vous portez toujours une cravate? Toujours. Toujours. Parce que je ne veux pas être commun. Je veux quand j'arrive quelque part, les gens disent waouh, c'est qui? Est-ce qu'avec ça, vous avez l'impression d'être au-dessus des autres? Est-ce que c'est la conséquence des frustrations que vous avez vécues par le passé? Je crois que cela y est pour beaucoup. Parce que vous savez, moi, comme je suis une femme et comme je suis dans un domaine assez difficile, les autres, les hommes, ils veulent toujours m'appuyer vers le bas. Oui, je dis non. Au moins, vous n'allez pas couper ma taille. Vous n'allez pas diminuer mes talons. Alors je monte dessus chaque matin pour être en forme tout le temps, pour chercher à les dominer aussi. Alors, on va sortir par là, on a carrément fini. Ben voilà. Mais c'est le conseil que vous donnez aux gens qui vous regardent ce soir, qui souhaitent réussir dans ce qu'ils prennent. De rêver,
de croire que demain ils peuvent être comme Mami Nyanga, de croire que demain ils peuvent avoir des tours à Yaoundé comme moi partout. C'est ça de croire qu'ils peuvent être comme moi. Voilà, Madame Françoise Pouéné, Oui. nous sommes arrivés au terme de notre entrevue. Merci beaucoup. Moi, je crois que je serai très émergente très prochainement. Hein. Et c'est pour ça que j'invite les jeunes à profiter de mon expérience. Donc, je suis disponible à partager. Qui n'ait pas peur de moi, qu'ils viennent vers l'hôtel Franco, qu'ils prennent contact, qu'ils viennent prendre des conseils près de moi. Je vais les encourager, je vais les encadrer, je vais les soutenir. Vous pouvez compter sur moi. Merci encore pour tout ce que vous faites pour la jeunesse. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi.